Evening News. Communiqué des FAMA sur les résultats obtenus lors des dernières opérations, il s'inscrit dans le cadre de l'opération Maliko. Cérémonie de restitution de la participation du Mali au Forum international de l'eau de Dakar. Elle a eu lieu ce mercredi 13 avril. Le lac Tanganyika vomit. Au Burundi, l'eau monte et déplace les populations. Les détails à suivre dans la page internationale. Aimables téléspectateurs, on se retrouve pour le Djoliba Evening News. Bienvenue à toutes et à tous. Toujours dans le cadre de l'opération Maliko, l'armée malienne continue sa progression. Selon le dernier communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées datant du 12 avril, les militaires maliens affirment avoir neutralisé 8 terroristes et interpellé 17 suspects, dont 3 ressortissants européens, grâce aux patrouilles menées dans les zones d'Ansongo, Yuwaru, Nyono, Djabali et dans la région de Nara. À ces résultats s'ajoute la récupération des vivres ainsi que des matériaux en tout genre. On apprend par le même communiqué que les contrôles dans la zone des Gao et Fafa ont permis de récupérer 27 têtes d'animaux, 3 barriques de 200 litres et de nombreux bidons, tous remplis de carburant, soit environ 2085 litres. Plus loin, à Yuwaru, l'armée dit avoir récupéré 250 sacs de céréales constituant la zakat perçue auprès des citoyens. Dans la région des Nara, 3 tonnes de petits mil, 7 sacs de riz, 50 kg, un sac d'arachide, 5 kg récupérés. Aussi, il faut signaler la neutralisation d'un GAT sur l'axe Sebabougou-Djema. Enfin, l'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux. Nous poursuivons avec ce journal tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar. Le Mali a participé à travers une forte délégation au 9e Forum mondial de l'eau. La délégation malienne a fortement marqué ce grand rendez-vous de l'eau à travers un stand et une journée dédiée au Mali, un panel de haut niveau avec plusieurs autres participants à ce forum. La cérémonie de restitution de la participation du Mali au Forum international de l'eau de Dakar a eu lieu ce mercredi 13 avril 2022. Compte rendu El Hadji Malik Guitey. Le 9e Forum international de l'eau de Dakar, c'est plus de 8000 participants venus de divers horizons, des sessions spéciales et des panels de haut niveau. Présentés à cette grande rencontre internationale sur l'eau, la délégation malienne menée par le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'eau a fait une forte impression lors de ce forum. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie a été organisée pour faire le compte rendu de la participation du Mali à ce forum. Le Mali, qui a fait du forum un enjeu majeur, fut l'un des rares pays africains ayant aménagé et animé un stand de 50 mètres carrés. Ce pavillon a été l'un des plus animés et visités par une moyenne de 200 visiteurs par jour. Ainsi, l'honneur a été fait au Mali de recevoir à son pavillon son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, M. Ahmed Jan Semega, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les hautes personnalités telles que le secrétaire exécutif de l'ABN, de l'ABV, de la CEDEAO, les ambassadeurs, les parlementaires, les partenaires techniques et d'autres personnalités du secteur. En plus d'un stand, le Mali a été l'un des rares pays qui ont eu l'honneur de bénéficier d'une journée au cours de ce forum. La journée du Mali fut un véritable succès. Elle a été marquée par les expositions, le panel de haut niveau, des sessions thématiques et une table ronde pour le financement du projet Kabbalah. Cette cérémonie avait aussi pour but de partager les recommandations du Forum international de l'eau de Dakar. Il s'agit spécifiquement de partager les recommandations de la déclaration de Dakar, de partager les bonnes pratiques apprises par la délégation, d'attirer l'attention des acteurs sur la nécessité de la mise en œuvre des recommandations et déclarations issues du forum.
Le 9e Forum international de l'eau de Dakar a été sanctionné par une déclaration qui s'articule autour de 5 axes qui sont entre autres garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous, assurer le financement adéquat ou encore assurer une gouvernance inclusive de l'eau. Il est à préciser que l'Afrique accueillait pour la première fois le Forum mondial de l'eau. Ce mercredi 13 avril 2022 s'est tenu l'atelier de lancement du processus de fusion des conseils nationaux de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection sociale. L'objectif est de lutter contre la faim et la pauvreté. Compte rendu Fontadjara et Bakoroba Nyari. Placé sous la présidence du ministre de commissariat à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed, en partenariat avec la coopération allemande à travers la GIZ. Cette activité a pour principal objectif de lutter contre la cherté de la vie et mettre en œuvre quelques cadres institutionnels. Il s'agit du Conseil national de la sécurité alimentaire, du Conseil national de nutrition et le Conseil d'orientation stratégique de la protection sociale. L'organe d'orientation de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été conçu sur le précepte d'avoir une politique alimentaire et nutritionnelle qui intègre la protection sociale. C'est pourquoi ce précepte exige de fusionner les cadres institutionnels d'orientation qui régissent séparément 3 dimensions, à savoir le Conseil national de sécurité alimentaire, le Conseil national de nutrition et le Conseil national d'orientation stratégique de la protection sociale. Selon le représentant de GIZ, la coordination entre le secteur de l'alimentation et le secteur de la sécurité reste un défi à relever. Un grand défi se pose en matière de coordination, que ce soit au niveau national ou bien au niveau régional. Aujourd'hui, actuellement, quand nous parlons de nutrition, on nous dit que c'est intégré au niveau du CROCSAD. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est le dispositif national de sécurité alimentaire représenté au niveau régional par le comité régional de sécurité alimentaire avec ses structures locales et communales. Ainsi, les attentes sont énormes, affirme la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire. Nos attentes sont énormes. Parce que comme on l'a si bien dit, si on n'arrive pas à être ensemble et que chacun veut garder ses prérogatives, nous allons agir continuellement. Dans 30 ans, 40 ans, nous serons toujours à la case de départ. Donc notre attente est que chacun comprenne le bon sens de cet objectif pour être ensemble en synergie d'action. Le ministre sollicite les partenaires techniques à s'engager car la sécurité et l'alimentation sont primordiales. Cette note qui propose sommairement la démarche à suivre pour aboutir aux résultats escomptés a été soumise à certains partenaires techniques et financiers sous forme de requêtes de financement à travers le PROSAR GIZ qui a accepté d'accompagner le processus par le financement de certaines activités. J'ai saisi donc cette occasion pour solliciter les autres partenaires à bien vouloir se joindre au processus afin de permettre une mise en œuvre efficiente de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Petra en Jordanie, voici l'image du jour. Petra, qui veut dire rocher en grec ancien, est une cité nabatéenne située au sud de l'actuelle Jordanie. Taillée dans les falaises des grains roses du sud de la Jordanie, Petra fait partie des sites les plus illustres figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, elle est ensuite occupée par les Nabatéens qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes transportant l'encens, les épices et d'autres produits précieux entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. Petra a abrité à son apogée vers l'an 50 jusqu'à 25 000 habitants. Vers le 8e siècle, la modification des routes commerciales et plusieurs séismes entraîneront l'abandon progressif de la ville. Tombé dans l'oubli à l'époque moderne, le site est redécouvert en 1812 par le monde occidental grâce à l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt. Les nombreux bâtiments, dont les façades monumentales, ont été directement taillés dans la roche en font un ensemble unique qui est inscrit depuis le 6 décembre 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone autour du site est
en outre, depuis 1993, un parc national archéologique. L'érosion, les pluies et le tourisme en progression constante depuis la fin du XXe siècle sont cependant une menace pour la préservation du site et des actions sont entreprises pour freiner la destruction des monuments. Maintenant, la page internationale avec un commentaire, Cheikh Omar Mariko. Léa Nyambenda vit aujourd'hui dans les camps de Kinyana 2, situé à quelques kilomètres de Kandouba au nord-est du Burundi. En avril 2020, cette mère de 10 enfants a tout perdu lorsque sa maison a été submergée par le lac Tanganyika, dont les niveaux montent sur fond de dérèglement climatique. La vie est misérable ici. L'hébergement et le manque de nourriture m'angoissent. Dormir dans un endroit pareil alors qu'on avait une belle et grande maison, je ne peux pas dire qu'on a une bonne vie quand les enfants passent parfois une journée sans manger ou ne mangent qu'une fois par jour. Ma maison se trouvait ici. Il y avait 4 chambres et un salon. Ici, on voit 2 des chambres détruites. Là-bas, c'était une chambre et là-bas, le salon. Situé à quelques kilomètres derrière Gatumba et accueillant plus de 2300 personnes déplacées par les inondations, le site des déplacés reste encore très fragile, surtout en saison de pluie. Ici, il y avait des maisons, les maisons des plus démunis. Certains enfants se mettent à pêcher sans être encadrés. C'est dangereux parce qu'ils risquent de se blesser. Mais si on y ajoute les conditions de vie précaires des familles, les logements insalubres, les enfants sont aussi en proie à la pluie, au froid et à la malnutrition. Les pays densement peuplés et classés par la Banque mondiale comme les plus pauvres au monde en PIB par habitant a connu plusieurs vagues d'exode en raison des conflits qui l'ont secoué. Aujourd'hui, la menace change et c'est les inondations qui font fuir les habitants. 3 ans après l'incendie qui l'a dévasté, Notre-Dame de Paris retrouve sa blancheur d'origine grâce au travail quotidien d'une armée d'artisans, le dépoussiérage et le nettoyage intérieur des voûtes, des murs et du sol qui devraient s'achever sous peu, tout comme la préparation des voûtes à leur reconstruction, ont redonné à la cathédrale sa blancheur originelle. Se félicite l'établissement public chargé du chantier de restauration à quelques jours du 3e anniversaire de l'incident qui aura lieu vendredi. Avant l'incendie, la cathédrale accueillait près de 12 millions de visiteurs, 2400 offices et 150 concerts par an. Le 15 avril 2019, un gigantesque incendie a ravagé ses chefs-d'œuvre, provoquant l'effondrement de sa charpente, de sa fameuse flèche, de son horloge et d'une partie de sa voûte, ravagée par les flammes sous les regards médusés de millions de personnes à travers le monde. Les trous béants laissés par l'édifice a fait place à une forêt d'échafaudage qui recouvre aussi ses flancs. Une étape majeure sous haute sécurité qui s'est achevée à l'été 2021, la catastrophe avait suscité un élan de générosité sans précédent avec près de 844 millions d'euros de dons recueillis auprès de 140 000 donateurs de 150 pays à ce jour, selon l'établissement public chargé du chantier de restauration. Ce mardi 12 avril, un homme armé et portant un masque à gaz a déclenché au matin un engin fumigène dans un métro à New York avant d'ouvrir le feu sur des passagers, faisant 16 blessés dont 10 par balle. Ce mercredi, les autorités new-yorkaises font le point. Juste avant 8h24 ce matin, alors que le train N en direction de Manhattan attendait d'entrer dans la station de la 36e rue, un individu à bord de cet appareil a enfilé ce qui semblait être un masque à gaz. Il a ensuite sorti une bonbonne de son sac et l'a ouverte. À ce moment-là, le train a commencé à se remplir de fumée et il a alors ouvert le feu, touchant plusieurs personnes dans le métro et sur le quai. Nous allons le décrire comme un individu. Il s'agit d'un homme noir, mesurant environ 1,65 m et de forte corpulence. Il portait un gilet vert de construction et un sweatshirt à capuche de couleur grise. Des photos et vidéos amateurs ont montré des flaques de sang et des personnes gisant sur les planchers d'une rame ainsi que sur les quais de la station. J'engage toutes les ressources de notre État pour lutter contre cette flambée de criminalité, cette folie qui s'empare de notre ville, car nous voulons revenir à la normale. Ces 2 années ont été longues et difficiles. C'est ce dont nous avons besoin.
ce sentiment de stabilité et de normalité. Et c'est ce à quoi le maire et moi même continuerons de travailler. Parmi les victimes dont aucune n'était en danger de mort selon la police, 10 ont été touchés par balle et 13 autres dans la bousculade pour sortir du métro ou à cause des inhalations de fumée. Sport, élection à la Fédération ivoirienne de football, la supervision confiée à un Malien. Mamoutou Touré Bavieux, l'actuel président de la Fédération malienne de football, a été désigné par la FIFA comme le superviseur de l'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, prévue pour le 23 avril prochain à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le point avec Amadou Tolo. On s'y attendait moins, mais c'est fait. Le Mali honoré par la FIFA. Le président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, Mamoutou Touré, sera le superviseur attitré de la FIFA lors de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Né en 1957 à Bamako, Mamoutou Touré Bavieux est un inspecteur des finances. Détenteur d'un diplôme de master en audit et contrôle de gestion, d'une licence en sociologie décrochée à l'université de Berlin en Allemagne. Il y a quelques mois, le président de la FEMAFOOT avait été choisi par la Confédération africaine de football CAF pour superviser l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, qui a vu la réélection de Maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Visiblement satisfaite du comportement de Mamoutou Touré Bavieux, la FIFA vient de le choisir à nouveau pour superviser cette fois-ci l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, le 23 avril prochain en terre ivoirienne. Pour rappel, 6 candidats sont de convoiter le poste de président de la FIF, dont Didier Drogba, Yaté Elele Jean-Baptiste, Aka Arnaud, Akwa Kona, Yassine Idriss Diallo et Diabaté Sori. Qui sera le prochain président de la Fédération ivoirienne de football FIF? Nous le saurons le 23 avril prochain. Voilà, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.